Le reporter écrit. Il écrit pour raconter des histoires vraies. Il raconte les blessures d'un peuple, d'un pays. Des plaies qui ne font pas toujours couler le sang. Tel un oiseau qui contemple la terre vue du ciel, il est un observateur et fait le récit de ce qu'il voit. Mais son histoire à lui, ses blessures, qui les raconte? Le pronom « je » est interdit dans un article. Et pourtant, ces horreurs, il peut le dire. Je l'ai vu, et parfois même, je l'ai vécu. Mon nom est Vincent Hugeux, j'ai 51 ans. Je suis journaliste au sein du service Monde, service étranger de l'hebdomadaire L'Express, et ce depuis 22 ans maintenant, après avoir travaillé successivement au quotidien Le Monde puis à la Croix. Et à l'instant où nous parlons, nous nous trouvons sur la microscopique terrasse de mon petit appartement de Vanves, paisible cité du sud de Paris, accolée au périphérique, et mon endroit fétiche pour travailler, du moins lorsque la météo le permet, et lorsque j'ai des papiers un peu longs à écrire et que j'ai envie d'être au calme. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste votre métier de reporter de guerre? Je ne me sens pas reporter de guerre, mais journaliste dans la guerre, occasionnellement d'ailleurs. Ceci n'est pas simplement une coquetterie de langage, c'est que mon identité professionnelle n'est pas tout entière contenue dans le reportage en zone de conflit armé. Je ne me sens pas dépendant de ce type de couverture, je n'ai pas, Dieu merci, développé de dépendance toxicomaniaque comme certains de mes collègues envers la tension extrême de la guerre, la fréquentation de la mort, le danger ultime, etc. Je ne vais là que parce que c'est indispensable à l'exercice de mon métier, mais je n'y trouve pas de plaisir particulier. Mais vous dites ne pas chercher le danger, mais au final, vous en cherchez un peu, il y a un minimum que vous aimeriez avoir. Le danger est un élément consubstantiel à la vision que j'ai de la pratique de mon métier, mais ce n'est pas ce que je recherche, c'est ce que je subis. C'est pas, encore une fois, pour moi, une pulsion un peu puérile consistera à dire oui, après avoir fait le Rwanda, l'Algérie, la Tchétchénie et la Bosnie, je vais faire la Syrie. C'est un langage d'anciens combattants, ça. On l'entend souvent des journalistes familiers des théâtres de guerre dire ça. Moi, je considère que je n'ai pas fait le Rwanda, la Bosnie ou la Tchétchénie. Je considère que c'est le Rwanda, la Bosnie ou la Tchétchénie qui m'ont fait, ou plutôt qui m'ont défait d'ailleurs, j'en sais rien, et qui m'ont façonné, qui m'ont construit, ou qui m'ont déconstruit. Mais je n'ai jamais eu cette tendance à considérer que, comme l'ancien combattant sort ses médailles et énumère ses campagnes, victorieuses ou pas, j'aurais à faire de même en tant que journaliste. Moi, je suis très étranger à ce type de réflexe-là. Mais est-ce qu'il y a une limite que vous vous posez à un moment où vous dites je pars pas, c'est trop dangereux? La prise de risque est consubstantielle à ce boulot, mais aucun papier, y compris le meilleur du monde que je n'écrirai jamais, aucun prix Pulitzer ne vaut une vie d'homme. Donc je suis dans ce paradoxe-là, évidemment. Parce que il y a une possibilité par l'expérience, par la préparation, par le choix du bon fixeur, c'est-à-dire le collaborateur local qui va vous épauler, vous accompagner, éventuellement traduire, etc. Il y a moyen de réduire le spectre du danger, il n'y a aucun moyen de le ramener à zéro. Donc voilà, peut-être qu'un jour, dans une semaine, dans un mois, dans 2 ans, j'aurai une intuition très forte qui sera de dire faut arrêter. Le moment est venu d'arrêter. Jusqu'à maintenant, tu as été plutôt verni. Ton crédit de chance est proche de l'épuisement, donc il faut lever le pied. Mais c'est un sujet qu'on n'aborde pas souvent, les traumatismes psychologiques chez les journalistes. On parle souvent maintenant plus des soldats. J'ai vécu des moments objectivement traumatisants, pour moi-même ou pour les scènes dont j'étais le témoin, dont je me suis dit que jamais je ne pourrais vraiment les digérer, qu'elles viendraient hanter mes nuits, alimenter mes cauchemars, etc. Et qui pour le moment me laissent plutôt en paix. Mais quand vous vivez à l'instant T
une scène, je dirais, paroxystique, maximale, en termes de densité, d'intensité, de risque, d'horreur, de cruauté, vous ne savez jamais quelle trace elle laissera en vous. Vous savez qu'elle en laissera une, mais vous ne savez jamais, en tout cas, comment ces stigmates-là se manifesteront dans l'avenir. Donc il faut avoir une grande modestie par rapport à ça, en se disant, bon ben voilà, un jour, ça peut me répéter à la figure, mais pour le moment, je vis plutôt bien. Et encore une fois, si on a d'autres priorités dans la vie, être un compagnon supportable, un père fréquentable, un ami fidèle, loyal et disponible, eh bien, ça aide considérablement à cette digestion dont je parlais de ce qui paraît infra-humain ou insupportable. Bien sûr, il y a les amas de ruines, les minarets fauchés, les bâtisses éventrées, les hameaux dévastés. Bien sûr, il y a les corps ensanglantés, drapés à la hâte dans leur linceul de plastique. Mais de la Bosnie, champ de ruines couleur de cendre, on retient surtout les regards. Alors, est-ce que vous avez des réflexes, si on peut appeler ça, des déformations du métier? Ce qui, moi, me marque, ce sont les bruits. C'est-à-dire que quand je me suis trouvé pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, dans une zone où il y a échange de tirs, bombardement, où on est toujours dans l'attente de la prochaine déflagration et du dégât qu'elle causera, c'est vrai que des claquements secs, des bruits sourds me font sursauter, un peu comme si je me trouvais dans une situation analogue. Un ami à vous, vous avez pris en photo alors que vous écrivez votre groupe sanguin sur un casque. Sur un casque. Et ça nous avait interpellés parce que vous étiez complètement détachés, vous nous racontiez ça d'une façon normale, alors qu'au final, vous étiez vraiment en train d'écrire votre groupe sanguin au cas où vous alliez mourir. Le meilleur dispositif de protection contre l'ivresse ou les réflexes toxicomaniaques que j'évoquais plus tôt, c'est précisément une sorte de détachement raisonné. Se dire qu'après tout, nous, si on va là-bas, c'est parce qu'on en fait le choix. Personne ne m'y oblige. Je veux dire, je ne gagnerai pas 1 euro de moins mensuel parce que je ne vais pas où je vais en Syrie, et je ne gagnerai pas 1 euro de plus non plus, et j'y tiens. Moi, les primes de guerre sont des non-sens. Parce qu'avec les primes de guerre, on fait des chasseurs de primes, et pas nécessairement de bons journalistes. Et pourquoi raconter ces histoires? Je pense que les journalistes se plantent lorsqu'ils croient qu'ils vont changer la marche du monde. Lorsqu'ils croient qu'ils sont acteurs et non pas témoins. En revanche, je crois aussi qu'une partie de notre mission, et je n'ai pas peur du mot, c'est de priver les décideurs, les princes qui nous gouvernent ou qui aspirent à le faire, de l'argument de 1943-1944, on ne savait pas. Je fais évidemment là allusion à la Shoah, à l'Holocauste, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous dites que les gens ne sont plus sensibles au final à toutes ces informations? Mon fils aîné, qui a maintenant 20 ans, quand il avait 15 ou 16 ans, il me disait sur un mode un peu goguenard et au fond très adolescent, bon papa, pourquoi tu fais ça, ça rime à rien, tu vas rien changer. Je disais toujours, j'ai pas vocation à changer le monde. J'ai vocation à essayer de le raconter tel qu'il est, ou en tout cas tel que je le vois. Donc l'aquabonisme consisterait à dire mais tout ça c'est inutile, je suis allé 17 ou 19 fois à Sarajevo et les choses n'ont pas bougé pour autant dans le rapport de force diplomatique et politique, est une réaction qui m'est absolument étrangère. C'est-à-dire qu'encore une fois, il y a chez moi une dichotomie très claire entre ce que je perçois comme mon devoir et ce que les acteurs politiques, diplomatiques, militaires font de l'information qu'ils détiennent, ils n'ont pas besoin de moi pour ça d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc non, je ne suis jamais tétanisé par cette idée qu'au fond tout cela serait inutile. C'est peut-être inutile, mais peu importe. Moi j'ai une vision assez simple et assez claire de la mission qui m'échoit. J'essaye de l'accomplir le moins mal possible et après, Inch'Allah.